On va dire qu'au début, ça a été une démarche qui est venue de manière un peu innée. On a été confronté à quelques problématiques où la solution ne pouvait venir que par une remise en cause un peu de ce qu'on avait à notre disposition. Il fallait inventer un nouveau modèle. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a à peu près 30 ans maintenant, les maraîchers adhérents à Savéol se sont retrouvés confrontés à une impasse technique qui était vraiment extrêmement grave pour eux. C'était l'apparition de souches de nuisibles résistantes aux produits phytosanitaires qu'ils pouvaient appliquer à l'époque. Donc ils avaient deux options finalement, c'était ou arrêter la culture de tomates pour éliminer complètement le nuisible concerné, ou en fait s'investir dans de nouvelles méthodes, des méthodes alternatives de protection des cultures. Et en fait, il s'est avéré qu'il y avait un ingénieur basé sur Brest, au service de la protection des végétaux, qui était spécialisé dans les méthodes alternatives, dont la lutte biologique. Et je dirais que c'est la collaboration entre cet ingénieur, le service de la protection des végétaux, et Savéol qui a permis le développement de Savéol Nature, et donc de l'élevage d'insectes utiles intégré à Savéol. On a aussi, sur d'autres aspects de l'entreprise, un peu imité, entre autres, cette approche qu'on a eue sur cet exemple de lutte contre cet insecte nuisible. Sur d'autres problématiques, on a pu développer cette approche durable et circulaire. Donc tout cet aspect nous a amené à avoir une démarche environnementale de responsabilité durable, d'éco-citoyenneté et d'éco-responsabilité, de limitation des intrants, du gaspillage et en prenant en compte tous les aspects recyclage, traitement des déchets, pour faire un produit qui soit, pratiquement lorsqu'il a disparu, c'est comme s'il n'avait jamais créé aucun souci. Je pense que c'est un peu, on rentre déjà dans une démarche plus large, c'est-à-dire ce qui va faire que nos enfants, nos petits-enfants pourront aussi avoir, s'ils le souhaitent, devenir maraîchers. Et c'est un peu l'objet, nous sommes dans une coopérative, il y a une dimension humaine qui est quand même développée dans notre coopérative. Et le but de tout ça, c'est de quand même, on pense beaucoup aux générations futures, on va dire. Je voudrais dire par là que quand on veut faire des choses de manière durable ou circulaire, il y a vraiment une vision à long terme qui est toujours sous-jacente, quoi. En plus, c'est un peu la cerise sur le gâteau, mais dans cette démarche-là, on fait beaucoup d'économies de réduction, de réutilisation, de recyclage, et donc économiquement, la plupart du temps, sur le compte des résultats de l'entreprise, il y a réellement des dépenses qui sont en baisse. Avec les préoccupations d'éviter les déchets, qu'ils soient les déchets de substrats organiques, les déchets de plantes, les déchets de plastique, donc d'envisager des solutions de recyclage pour tous ces intrants. Un petit peu toutes ces entreprises qui gravitent autour de notre métier, nous les avons sensibilisées à ce besoin de gérer les déchets, d'éviter le gaspillage, d'éviter la pollution. Et donc petit à petit, ces entreprises nous ont amené des solutions qu'on a ensuite testées au niveau des producteurs pour voir s'il y avait réellement une viabilité de ces solutions d'un point de vue concret, d'un point de vue rentabilité économique. Et puis tout ça s'est mis en place dans l'esprit également des producteurs. Et c'est devenu aujourd'hui une quasi-habitude et une manière de fonctionner qu'on n'imaginerait même pas autre. Le cahier des charges de Savéol va imposer aux producteurs en fin de saison une obligation de nettoyage ce plastique pour qu'il puisse être recyclé, plutôt que d'être déposé en décharge, quoi. Éviter des variétés sans résistance génétique qui nous amèneraient à faire des pulvérisations, chose dont on a horreur ici, mais au contraire qui s'adaptent totalement et très rapidement à la protection biologique et intégrée. Au sein de Savéol Nature, on est appliqué à plusieurs niveaux. En particulier, donc, notre spécialité, c'est la protection biologique intégrée et donc l'utilisation d'insectes utiles à la place des produits phytosanitaires. Et donc, à ce titre, on participe à la réduction des intrants phytosanitaires dans les cultures des maraîchers adhérents à la coopérative Savéol. Effectivement, nous introduisons la protection biologique intégrée dans nos serres, ceci afin de réduire l'utilisation de pesticides, enfin, principalement des fongicides et insecticides. Donc nous introduisons
des auxiliaires dans la serre afin de lutter contre d'autres insectes ravageurs. Donc la protection biologique intégrée est une stratégie de protection des cultures qui met en avant l'utilisation d'insectes utiles. Le principal, c'est l'Encarsia formosa, qui nous aide à lutter contre l'aleurode, également appelée la mouche blanche. Alors, on a, nous, la particularité d'utiliser en plus des bourdons pollinisateurs qui n'ont pas de rôle de protection des cultures, mais qui sont également un intrant, je dirais, biologique très important pour les maraîchers parce qu'ils permettent d'avoir des productions de bonne qualité. Donc la protection biologique intégrée, je dirais, c'est un axe majeur de production chez Saveol. Elle permet aux maraîchers de limiter les intrants phytosanitaires, de limiter l'impact phytosanitaire sur eux-mêmes et sur leur personnel et sur le consommateur final, évidemment. En insecticides, nous avons réduit, on pourrait dire, de 90% l'utilisation de produits. On dit plantes halophytes, donc ce sont des plantes qui poussent en présence de sel. Pour le moment, nous avons 6 variétés de plantes halophytes. Nous avons la salicorne, donc l'astère, le plantain, la betterave, la mertensia, le pourpier. En culture de plantes halophytes, nous ne pouvons utiliser aucun pesticide. Avant chaque culture, les planches sont désinfectées à la vapeur. Le fait de désinfecter les planches, ceci nous permet d'assainir le terreau et de partir sur une culture propre chaque année et d'éviter de faire les traitements phytosanitaires. Le seul souci que nous avons, c'est une petite mouche qui se développe sur les planches de salicorne au moment de la germination. Pour lutter contre cette mouche, nous introduisons un champignon qui permet de réguler la prolifération de cette mouche. Nous réalisons du désherbage manuel. Nous utilisons une machine en fait, qui roule au-dessus des planches et les personnes sont allongées. Ceci afin d'améliorer leur confort. Tous les consommateurs connaissent bien la noix de coco sous sa forme qui est vendue, mais en fait il existe une partie extérieure directement sur l'arbre qui était utilisée dans une moindre mesure pour la partie artisanale locale, mais qui, une fois défibrée, générait beaucoup de déchets, quoi. Et donc en fait, c'est ce déchet qui est utilisé pour faire pousser un plant de tomate. On va retrouver dans ce déchet naturel l'avantage qu'on recherche pour faire pousser les plantes, c'est-à-dire il nous faut une fonction d'ancrage pour que les racines puissent s'installer et également une partie rétention d'eau pour que la plante puisse absorber l'eau et les différents éléments nutritifs dont elle a besoin, quoi. La fibre de coco, c'est un produit qui se renouvelle. Une fois la saison de tomates terminée, le substrat va être renouvelé pour la saison suivante. On ne réutilise jamais un substrat pour 2 cultures de tomates successives. Dans le cas des Serre-Lanvian, le substrat de fibre de coco va servir à la fabrication des planches pour la culture de la salicorne. Le support de culture pour la culture de salicorne est de la fibre de noix de coco qui provient des pins de tomates que nous broyons et qui a été introduit sur la culture. Ensuite, chez de nombreux producteurs, ils ont chacun leur filière de récupération, c'est-à-dire qu'ils vont le donner à un agriculteur qui va lui l'utiliser en compostage pour ses champs, pour ses différentes cultures. Il y a également une autre filière qui est utilisée, c'est-à-dire que les fournisseurs de substrats non professionnels vont le réutiliser et le réintroduire dans leur processus de fabrication, quoi. En tout cas, c'est un support qui est utilisé à un moment donné de sa vie, mais qui a une deuxième vie, puisque ça sert ensuite c'est tout à fait recyclable en mélange dans les terreaux pour les jardineries, où on peut les épandre et nos voisins et amis agriculteurs les utilisent sur des terres plus lourdes et tout ça. Donc il y a vraiment, on utilise ce support qu'à juste un moment donné de sa vie, quoi. La vie continue pour le support, il n'y a pas de consommation. Il n'y a pas une consommation, comment on pourrait dire, finale du produit. C'est simplement une consommation temporaire du produit dans son cycle de vie. Voilà. L'avantage d'une culture hors sol, c'est que l'on peut parfaitement maîtriser l'apport en eau et en éléments nutritifs, quoi. Le système utilisé est un système de goutte à goutte.
Le système de goutte à goutte nous permet d'optimiser la dose d'arrosage, c'est-à-dire qu'on va apporter les besoins précis pour la plante à un moment donné, quoi. Donc l'ordinateur va lui réguler les différents arrosages en fonction du type de journée que l'on peut avoir. Donc les arrosages se déclenchent généralement en fonction de la lumière. On démarre le matin et ensuite en fonction de la lumière, ça enclenche les différents arrosages. Ensuite, nous sommes obligés par des mesures d'homogénéité de surarroser. C'est-à-dire qu'on amène toujours un peu plus que les besoins exacts, mais par contre toute cette eau qui est apportée, donc il va y avoir un drainage, ce drainage va être récupéré, nettoyé, on va juste désinfecter ce drainage et réintroduit dans le circuit d'arrosage, quoi. De ce fait, il n'y a aucun rejet qui va partir dans la nature via l'arrosage, quoi. Donc les plantes halophytes sont arrosées avec de l'eau salée. Donc nous récupérons l'eau de drainage de tomates. Celle-ci est désinfectée en passant dans un filtre UV. Nous introduisons une dose de sel qui varie en fonction de la maturité de la plante. La pluviométrie, en tout cas, nous suffit largement à la production de nos tomates. La pluviométrie est largement supérieure à l'utilisation de l'eau qu'on a besoin pour la serre. Qu'on ramène ça au mètre carré ou à l'hectare, si bien que donc on n'est pas en train de consommer au détriment des générations futures dans les nappes phréatiques ou autres. La nappe est largement réalimentée et il n'y a pas d'impasse de ce point de vue de l'utilisation de l'eau. En fait, en Bretagne, en moyenne, il va tomber si on prend un historique sur 20 ans, il va tomber plus de 1100 mm par mètre carré par année, quoi. Une culture de tomates, on va apporter 900 mm par mètre carré. Sachant qu'on va en perdre un tout petit peu, enfin en perdre. La plante ne va pas tout absorber, la plante va absorber en gros 800 mm. Donc par rapport aux 1100, 1200 qui tombent chaque année, on se retrouve dans une culture déficitaire par rapport à ce que la nature va nous apporter, quoi. Donc on va utiliser moins d'eau que ce qui tombe réellement en Bretagne, quoi. Donc ça a été un sujet quand même aussi très important pour nous. L'eau, on va dire en quantité, là je viens d'aborder ce sujet de la quantité, et aussi en qualité, puisqu'il n'y a pas le rejet d'une eau polluée ou d'une eau qui contiendrait des engrais ou des pesticides, puisque toute cette eau est recyclée, donc pour aussi ne pas laisser sortir une eau qui ne serait pas pure à l'extérieur de la serre. Donc en quantité et en qualité, il n'y a strictement pas d'impact sur l'environnement. Une saison complète de tomates va débuter environ début décembre pour se terminer en novembre. Donc il y a une période pendant laquelle, l'hiver, nous sommes obligés de chauffer les serres. Et c'est pour cette raison qu'à Brest, où pourtant le climat est doux, donc l'utilisation d'énergie n'est pas très importante pour le chauffage lui-même, mais beaucoup plus importante pour la déshumidification. Le souci d'une serre, c'est que ce n'est pas isolé. Le but, c'est de recevoir de la lumière, pas de conserver la chaleur. Et pour ça, donc, notamment depuis maintenant une dizaine d'années, les producteurs se sont équipés d'écrans thermiques qui vont se déployer pendant la nuit, donc dans une période pendant laquelle il n'y a plus de lumière, mais qui vont permettre de réduire l'éco énergétique, quoi. Pour faire des économies d'énergie, on dispose aussi d'écrans thermiques. Donc, les écrans thermiques ont été mis en place déjà il y a une quinzaine d'années, c'est arrivé en serre. Et donc les écrans thermiques, c'est 25% d'économie d'énergie par rapport à une serre non équipée. Ensuite, il y a la méthode culturale, c'est-à-dire qu'on travaille de plus en plus avec des écarts jour-nuit. Le fait aussi, donc moins chauffer la nuit, profiter plus dans la journée. On va profiter du rayonnement de la lumière qui naturellement réchauffe les serres, quoi. Et ensuite, on revient sur ce choix des variétés. On peut trouver des variétés moins consommatrices en termes d'énergie, quoi. Et l'avantage du gaz naturel, quand on brûle du gaz naturel, la réaction va donner uniquement du CO2 et de l'H2O. Donc on peut refroidir ces fumées, elles sont condensées. Le CO2 va être ainsi récupéré et renvoyé dans la serre sous forme donc de gaz, simplement CO2, quoi, pendant que la plante travaille pour optimiser sa photosynthèse. En fait, la tomate est un végétal, comme tout végétal, il va produire sa matière sèche grâce à la photosynthèse. C'est-à-dire que la plante va avoir besoin de CO2, va avoir besoin d'eau
plus les différents éléments qu'elle va réussir à trouver dans l'eau. Et grâce à l'énergie lumineuse, elle va réussir à transformer ces éléments en matière sèche. Et en fait, l'optimisation, la plante va mieux travailler plus elle aura de CO2, jusqu'à un certain niveau. Donc voilà nos démarches d'utilisation, par exemple, d'écran thermique en hiver, de changement de réglage dans les serres aussi en été, tout ça ont permis de diviser par 2 à peu près la consommation d'énergie. Et il y a toujours une fuite parce que c'est encore trop. On espère enlever encore peut-être 50% de ce qu'on consomme aujourd'hui. Après avoir divisé par 2, on veut encore diminuer de 50% cette consommation par, on va dire, la VMC double flux, la récupération de cet air chaud généré par la serre naturellement. La serre est quelque part un solarium, elle est très vite, dès qu'il y a un rayon, productrice d'énergie, ou d'air chaud en tout cas. Donc on est en train de vraiment développer des techniques de déshumidification. Donc c'est un système de déshumidification. Donc on prend l'air extérieur de la serre, on le réchauffe grâce à un système d'eau chaude donc, qui est relié aux chaudières bois hein, et qui est réinjecté dans la serre à l'aide de grosses gaines. Et donc l'air arrive à environ 20 degrés et entre 80 et 85% d'humidité. Donc de ce fait-là, avoir un air plus sec dans la serre nous permet d'avoir moins besoin de chauffer la serre. Avec le coût du fioul qui a pu augmenter ces dernières années, la production de tomates ne devenait plus du tout rentable. Donc les producteurs ont dû faire le choix d'un changement d'énergie. Malgré les réductions de consommation qu'on pouvait avoir, la main-d'œuvre augmentant, le prix d'énergie augmentant, les cultures n'étaient plus rentables. Donc il y a 6 ans, donc le prix du fioul lourd a commencé à monter très haut. Donc c'était devenu une entreprise économiquement plus très viable, on va dire, dans le temps. Donc on était dans l'obligation de faire un choix, donc soit de trouver une énergie alternative au fioul lourd, ou soit d'arrêter l'activité tomate. Donc, le gaz naturel, à l'heure d'aujourd'hui, il s'arrête à la commune de Sarnans, donc à peu près à 15 km. Et on a fait plusieurs demandes au niveau de GRDF, qui n'a jamais donné suite en fait. C'est évident, le gaz n'arrivera jamais là-bas, il n'y a pas suffisamment de besoins, c'est trop éloigné. Donc continuer au fioul lourd devenait tout à fait impossible, donc ces producteurs-là ont fait le choix de passer aux chaudières bois. Parce que là, c'est quand même plus durable. Le bois était pareil, on l'utilise à un moment de sa vie. Et ensuite, les forêts poussent et donc il y a une production en cours. Enfin, il y a une production naturelle, on va dire, de bois. On a commencé déjà par se renseigner un peu sur Internet, à regarder les constructeurs de chaudières en elles-mêmes. Et ensuite, on a sélectionné 2 constructeurs de chaudières, donc Paul Zenith et Vink. Donc c'est 2 constructeurs différents. Donc on s'est déplacé en Allemagne voir directement donc, les usines de fabrication des chaudières. Donc pendant 2 jours. Comme difficulté, on va dire, c'est plus des difficultés administratives. Bon, c'est la longueur des dossiers à remplir pour avoir les autorisations, etc. Les autorisations de permis de construire, ça peut traîner en longueur. Donc l'installation, donc on a à l'heure d'aujourd'hui 2 chaudières de marque Paul Zenith. Donc c'est 2 chaudières de 4000 kW chacune. L'installation est tout automatisée. Par contre, l'avantage d'une chaudière bois, c'est que là, on part sur un produit naturel. Donc, il est récupéré dans la région, soit sous forme de déchets de palettes, soit sous forme de déchets de récupération de taille, etc., etc. Bref, les producteurs arrivent à chauffer de façon suffisante une serre grâce à ça. Donc, pourquoi le bois ? Le bois, déjà, c'est une énergie qui est renouvelable. Dans le Finistère, le centre Finistère, il y a quelques grandes forêts qui demandent à être entretenues. Donc, de ce fait-là, on a de la disposition en plaquettes forestières. Et un autre gisement qui est le déchet de bois, c'est-à-dire tous les palettes inutilisées dans toutes les industries qui n'en font plus rien, les cajots, tous les déchets de bois des industriels.
Et troisième gisement qui est assez important dans le coin, c'est tous les déchets des entreprises de paysagistes. Donc sur le site de l'Envian sur lequel nous sommes, il y a plusieurs producteurs. Il n'y a pas que Gilles Fournier chez qui nous sommes, quoi. Il y a au total 3 producteurs plus un producteur de plants qui sont sur cette zone horticole. Et il y a donc un projet de chaudière collective au bois. Chaque producteur n'aurait plus sa propre chaudière individuelle, ça serait une chaudière collective. Et donc chaque producteur achèterait à cette entreprise l'énergie nécessaire pour pouvoir chauffer ses serres, quoi. Et donc, on a beaucoup développé, on a mis en place beaucoup de chaufferies bois comme ça chez les maraîchers. Et aussi, ce qu'on fait, on utilise la cogénération, c'est-à-dire, en gros, on met une centrale de production d'électricité. La cogénération, c'est un autre mode de chauffage, c'est-à-dire que le principe d'une chaudière, c'est on brûle du gaz pour générer de la chaleur. La cogénération, c'est un autre système, c'est-à-dire qu'on a un moteur qui, en brûlant du gaz, va générer de l'électricité, qui va être vendu à EDF. Et par contre, ce moteur va forcément générer de la chaleur. Et en fait, la chaleur est récupérée, elle, pour chauffer les serres, quoi. Dont il y en a plusieurs en France et dans tous les pays du monde d'ailleurs. Et nous, c'est des plus petites centrales adaptées à nos installations de serre. Et donc on est producteur d'électricité, mais en général, ces centrales ont un rendement de 65% environ. Mais nous, on a mis en place un système de récupération sur le moteur, sur les fumées et des systèmes très fins, pour permettre d'arriver à un rendement quasiment de 96 à 97% de l'installation. Donc cette énergie, au lieu d'aller un peu chauffer l'atmosphère et de ne pas être utilisée, cette énergie un peu résiduelle, on arrive nous à aller la chercher par ces installations et donc à la récupérer pour chauffer nos serres. Oui, c'est vrai, on a un exemple également d'un incinérateur d'ordures ménagères urbaines. Et c'est un peu comme une cogénération. Cet incinérateur, il y a un four, donc bien sûr, et il y a une production de chaleur qui sert à produire également de l'électricité par vapeur d'eau. Et là, pareil, le rendement de l'installation n'était pas très bon. Donc, après plusieurs années de discussions avec une collectivité publique, on a pu installer des jeunes producteurs qui ont construit leurs serres et qui récupèrent cette énergie un peu résiduelle de l'installation, un peu comme une cogénération. Mais c'est par exemple aujourd'hui 7,5 hectares de serres qui sont chauffées un peu... On n'aurait pas gratuitement, mais c'est de l'énergie qui n'aurait jamais été utilisée et que nous, on a pu utiliser. Donc, toujours pareil, dans cette approche d'économie circulaire et de développement durable. En fait, un plant de tomates, donc il y a une saison qui commence au mois de décembre, qui se termine au mois de novembre, ne va jamais s'arrêter de pousser. C'est-à-dire que dans les variétés les plus longues, on va obtenir des plants qui vont faire 13 mètres 50 au maximum, quoi. Donc on ne peut pas les étendre sur le sol, de toute façon il faut éviter les contacts sur le sol. Donc les cultures sont verticales, c'est-à-dire quand on regarde un plant de tomates, il est enroulé autour d'une ficelle, elle-même une bobine, donc qui va être descendue et déplacée chaque semaine pour que le plant avance, quoi. Cela nous permet d'avoir une densité de plants assez élevée. En tomates cerises, nous avons une densité de 4,4 plants au mètre carré. Sur une culture traditionnelle extérieure, on va retrouver maximum un plan et demi par mètre carré, quoi. Ouais. Donc tout cet aspect nous a amené à avoir une démarche environnementale, de responsabilité durable, d'éco-citoyenneté et d'éco-responsabilité. Déjà, on va dire des retombées très positives, c'est qu'il faut, en se levant le matin, et être fier du produit qu'on va proposer aux consommateurs. Et je pense que cette démarche contribue largement à ça. Comme je vous disais, cette approche donne quand même une espérance pour les entrepreneurs que l'on est. Nos collègues producteurs, ils ont quand même une espérance que malgré qu'il y ait des moments difficiles, je pense qu'on sait qu'on va dans la bonne direction pour dans 20 ans être encore là et pouvoir installer des jeunes et avoir des consommateurs satisfaits et fiers et aussi heureux de consommer nos produits.